Transistor BGT, troisième partie. Polarisation d'un NPN. Pour se préparer à amplifier un signal, nous allons voir pourquoi il faut biaiser le BJT et comment on peut s'y prendre. La symétrie n'existe pas entre le collecteur et l'émetteur, mais n'existe pas davantage entre un voltage positif et un voltage négatif à la base. On peut démontrer les différences de comportement à l'aide d'un voltage triangulaire, dans le temps, variant de -5 à +5 volts. Sur cette variation de 10 volts, ou 10 volts crête à crête, notée 10 VPP, il devient évident que la portion positive du signal ne produit pas des courants et voltages symétriques à ceux correspondant à la portion négative du signal. Ainsi, VBE plafonne près de 1 volt quand le signal est positif, mais est plutôt proche du signal lorsque ce dernier est négatif. VCE varie à des valeurs voisines de 0 à 10 volts, mais en minimum lorsque le signal est à son maximum et maximal lorsque le signal est à son minimum. D'autres paramètres se comportent un peu comme pour des diodes, tels que IB et IC qui ne sont positifs que si le signal dépasse la tension de seuil de la diode BE. Pour obtenir une amplification uniforme en n'utilisant qu'un seul transistor, lorsque le signal à amplifier est tantôt positif, tantôt négatif, une solution consiste à propulser le signal de sorte qu'il devienne toujours positif. Une fois que le signal est rendu toujours positif, on peut chercher à l'amplifier sans trop de distorsion. Pour rendre VBE positif, comme c'est une différence de tension, une solution classique est de se rappeler qu'un voltage est une différence et donc, de prendre le point bas de cette différence en un point de potentiel encore plus bas. Le résultat est un effet de translation vers le haut. Si contre, un signal de -2 volts à +2 volts passe à de 1.3 volts à 4.56 volts, en utilisant 3 diodes 1N4007. Un désavantage de cette solution est une perte de l'amplitude du signal. Un autre désavantage provient de l'influence de la température sur les diodes. La translation n'est donc pas constante avec un changement de température. Sans compter qu'un nombre excessif de diodes peut déformer le signal, comme le montre clairement la comparaison entre le signal original triangulaire et le résultat obtenu lors de l'ajout de 4 diodes. On note, au passage, l'utilité d'un signal triangulaire pour détecter ce genre de distorsion. Et évidemment, un nombre insuffisant de diodes fait en sorte qu'une partie du signal modifié continue à visiter des voltages négatifs. Au passage, on note l'astuce d'utiliser un fil volant sur un circuit de simulateur ou sur planchette de prototypage qui permet de déconnecter des composants, sans avoir à les retirer physiquement du circuit. Une solution classique autre que de diodes est d'utiliser une source de voltage constant. Historiquement, on parle de courant continu, même si tous les courants sont continus, autrement, ils seraient discontinus. On parle quand même de source DC pour spécifier que le voltage y est continu, pour une large plage de valeurs du courant qu'on peut en extraire. Ainsi, avec VG1, notre source de voltage alternatif de 2 volts pp, à laquelle on ajoute, en série, une source de voltage constant, V1, de 5 volts, le voltage résultant varie maintenant de +4 à +6 volts. Toujours de 2 volts pp, mais sans visiter les valeurs négatives. Est-ce la solution idéale? Ce n'est pas une solution idéale car tout le courant doit passer par la source de courant alternatif. Et bien souvent, cette source est un senseur qui ne peut pas vraiment accommoder un fort courant. Et la charge, ici symbolisée par le résistor R1, demande probablement un courant appréciable. Ainsi, si R1 demande 2 ampères, le pauvre petit senseur doit pouvoir être traversé par 2 ampères lui aussi. Ce n'est pas idéal. On se rend compte qu'il faut alors placer le senseur sur un chemin alternatif, en parallèle avec la charge du circuit. Si la source d'alimentation en voltage constant, V1, en est parallèle avec le senseur, VG1, il forme une boucle complétée. Mais de cette boucle V1 née de notre source de signal, notre senseur si on préfère, le courant de V1 pourrait éventuellement chercher à passer par le senseur, car on aurait une boucle complétée. Pour éviter ce problème, l'idée principale est d'utiliser un condensateur. En effet, un condensateur, une fois chargé, ne laisse plus passer de courant sous voltage constant. Donc, une fois le condensateur C1 chargé, la source V1 ne cherche plus à faire passer de courant au travers de C1 et donc, ne cherche plus à faire passer un courant par le senseur. Notons que le graphique nous montre les courbes à partir de 20 millisecondes.
En effet, au début, il y a un courant passant par le condensateur initialement déchargé. Initialement, pour la boucle V1, R2, C1 et VG1, considérant que VG1 est de 0 V et 0 ohm, on sait, par la théorie d'un circuit RC, un circuit résisteur-condensateur en série, que tout le voltage initialement se retrouve aux bornes du résisteur. Donc, R2 doit avoir une valeur minimale telle que V1 divisé par R2 donne un courant que le senseur VG1 peut se permettre de prendre. Mais il faut également vérifier que la charge R1 ne tire pas trop fortement sur le senseur. En effet, le signal du senseur est un voltage alternatif qui réussit à passer, en partie, par le condensateur. Ce courant, ici de 200 microampères crête à crête, dépend de R2, de C1 et également de la fréquence de VG1, en supposant que le signal de VG1 est une sinusoïde. Dans notre cas, avec une fréquence de 50 Hz, l'effet de C1 est négligeable et le courant extirpé de VG1 est donc bien de 2 volts pp divisé par 10 000 ohms, soit 0,2 mA pp. Et même en dépit de ce qu'on ne tire que ce petit courant du senseur, on achemine quand même pratiquement l'intégralité du voltage de VG1, soit 1,99 volts pp. Cette façon de faire est des plus prometteuses. En fait, voici un exemple où on sera conduit, en appliquant cette idée, à l'intégrer au cas où on s'interfacera à un transistor. Et, pour l'instant, sans expliquer les rouages impliqués, on peut quand même constater que les résultats seront au rendez-vous. Pour un signal de 20 mV pp, le courant extirpé du signal, I-signal, étant de 60 microampères, se reflète pratiquement intégralement pour le courant à la base, IB. Quant au courant au collecteur, IC, il est de 7 mA pp. Mais 7 mA pp, c'est 7000 microampères pp. L'amplification des courants passe donc de 60 à 7000 dans ce cas. Et sans distorsion. Et pour les voltages, toujours avec une explication détaillée à venir, on passe de 20 mV pp pour le signal, à 9 mV pp pour VBE et à 290 mV pp pour VCE. Mais la question demeure de savoir comment parvenir à un tel circuit. Car pour l'analyser, on peut toujours se fier à un simulateur, mais on démarre souvent que seulement avec l'idée de ce qu'on veut. Et c'est sans compter qu'il y a des limites. Ainsi, avec le même signal, si on passe à 2 volts pp, par exemple. Définitivement, les courbes sont trop perturbées et hormis pour le signal, et quelque peu pour VBE, c'est la catastrophe. Une conception du circuit devra tenir compte des limites attendues. Une de ces limites toujours présentes, c'est que VBE ne doit pas, en présence du signal, devenir plus bas que VBE1. En effet, si au plus bas voltage du signal, ajouté à la poussée qu'on lui aura fournie, la tension VBE chute en dessous de VBE1, le transistor sera propulsé vers le mode bloquant, ce qui aura pour effet de créer une distorsion pour l'amplification. Une autre limite plus subtile, c'est que VBE ne doit pas excéder VCE, mais cette fois, lorsque le signal est à son plus haut. Cette limite nous assure que l'amplification est toujours proportionnelle, de quelque façon, avec la même valeur de bêta. Il faut également vérifier, par la suite, que le transistor peut bloquer le VCE maximal prévu par notre design. Il faut également vérifier que le VBE max n'est pas dépassé, de même que la puissance à être dissipée est dans les limites du transistor. Et quand on parle de puissance, il ne faut pas oublier la source de voltage constant. De plus, elle ne peut pas fournir un voltage amplifié supérieur au sien, entre autres. Connaissant notre signal initial à être amplifié, on connaît son voltage maximal et son voltage minimal. Dans le cas d'une sinusoïde, numériquement, en valeur absolue, ces deux valeurs sont égales. On peut donc viser une poussée du signal au milieu entre VBE1 et VCC de la source de voltage constant. De cette façon, à mesure que le signal s'amplifie, tant en positif qu'en négatif, les deux maximums absolus atteignent leurs limites respectives. Autrement, si la poussée est trop faible, la limite contre VBE1 sera atteinte, mais on pourrait continuer à amplifier la portion positive du signal. Placer le zéro du signal juste à mi-chemin nous donne de la place pour une amplification maximale versus tout autre placement du zéro du signal sinusoïdal.
Il en va de même pour tout signal où le maximum de la portion positive égale le maximum, en valeur absolue, de sa portion négative. Ainsi, un signal rectangulaire variant de moins 10 mV à plus 10 mV sera optimalement à placer à mi-chemin entre VBE-on et VCC. Mais si le signal est toujours dans les positifs, alors il vaut mieux placer son 0 près de VBE-on. Une fois la position 0 du signal établie, c'est là qu'intervient la construction du circuit. Cette partie du design, que nous appelons la polarisation, ne considère pas le signal. En fait, elle ne considère que son 0 et donc, le signal lui-même, hormis la détermination de la valeur de la poussée désirée, n'intervient pas. Par la suite, nous établissons la topologie, c'est-à-dire où est placé le signal et où est placée la sortie, la charge. Mais avant d'aborder la topologie, nous devons passer par la polarisation, ce qui est le circuit, mais sans le signal, car on sera dans un état où le signal est à 0. Si on ne considère que des résisteurs pour parvenir à la polarisation désirée, il y a 4 configurations élémentaires pour qu'on parvienne au point Q, soit l'état du circuit lorsque le signal est à 0. La lettre Q est utilisée pour signifier la quiétude, le contraire de l'inquiétude, soit lorsqu'on ne s'inquiète pas du signal, puisqu'il est à 0. Ces 4 polarisations de base sont l'élémentaire ou simple. Vient ensuite la polarisation avec émetteur dégénéré, où, à partir du précédent, on ajoute un résisteur sur l'émetteur. Une troisième polarisation est celle du diviseur de tension, où, du précédent, on ajoute encore un résisteur entre la base et la masse. Finalement, il y a l'autopolarisation qui nous assure d'être toujours en mode actif ou bloquant. Chaque polarisation se résout en explorant la boucle de contrôle appropriée. La polarisation simple. La source de voltage constant, VCC, établit des voltages aux bornes du transistor à l'aide de 2 résisteurs, RB et RC. Si le transistor est en mode actif, ce qui est le cas désiré pour une amplification, il suit que VBE est égal à VBE-on. La boucle de contrôle, par VCC, RB et VBE, nous donne une expression pour le courant à la base, soit le voltage aux bornes du résisteur RB, soit le voltage VCC moins VBE-on, et le tout, divisé par RB de par la relation bien connue, V égale R fois I, ou, dans ce cas, I égale V sur R. Et en mode actif, on n'a que le courant du collecteur, IC, égale bêta fois le courant de la base qu'on vient de déterminer. Connaissant IC, on trouve la chute de voltage aux bornes de RC, toujours de par la relation V égale à RI. Et de par la boucle externe par VCC, RC et VCE, la seule inconnue est VCE et se calcule comme VCC moins IC, RC. Il nous faut que VCE soit plus grand que VBE pour être en mode actif. Pour ce qui est de l'amplification éventuelle, la quantité VCE moins VBE, soit encore VCB, c'est la quantité qui pourra permettre de varier l'amplification sans sortir du mode actif. Un petit exemple numérique. On demande de calculer les courants IC et IB, de même que le voltage VCE lorsque bêta vaut 60 et lorsque bêta vaut 120. On sait en effet que la valeur bêta peut varier pour un même transistor donné. S'il faut construire le même circuit de façon industrielle des milliers de fois, avoir une idée des effets de la variation de bêta peut être intéressante. On suppose qu'on est en mode actif, et VBE égale à 0,8. Avec RB de 24 000 ohms, le courant IB est de 175 microampères et est indépendant de bêta. IC, par contre, est donné comme bêta fois IB, et de là, VCE est donné comme 5 volts moins IC fois RC. Les calculs sont mis dans un tableau. On remarque que IB est constant par rapport à bêta, que IC double lorsque bêta double et que VCE diminue de près de 25%. Comme VCE est plus grand que VBE pour ces deux valeurs de bêta, on est toujours en mode actif. Une seconde question peut se poser. Pour quelle valeur de bêta entre donc en saturation? On utilise le critère habituel pour la limite commune au mode actif et au mode de saturation, soit lorsque VBE égale VCE. On peut aisément montrer que VCE est égal à 5 moins ICRC. Et la boucle par RB nous donne encore que 4.2 égale IBRB, soit que IB est égal à 4.2 sur RB. Puisqu'on est encore en mode actif, même à la limite, IC est égal à bêta fois IB.
On se retrouve donc avec VCE égale à 5-4.2 bêta RC sur RB. À la limite du mode actif et du mode de saturation, ce VCE vaut 0.8, soit notre VBE1 supposé. Ce qui nous amène, après un calcul élémentaire, que bêta égale RB sur RC correspond au bêta qui amène le circuit à la limite du mode actif et du mode de saturation. On comprend pourquoi RB est aussi grand par rapport à RC dans notre cas, car cela amène un bêta de 240. Notons qu'avec un bêta de 240, nous sommes à la limite du mode actif et on n'aurait plus de jeu pour amplifier dans une des directions, dans la direction du signal éventuel qui diminuerait VCE, pour être plus précis. La polarisation avec émetteur dégénéré. Il s'agit d'ajouter un résisteur entre l'émetteur et la masse. L'idée peut sembler saugrenue au départ, mais voyons quand même ce qui s'ensuit. La boucle des voltages pour déterminer IB contient maintenant un terme de plus, soit IE fois RE. Par contre, en mode actif, on est chanceux, on peut remplacer IE par bêta plus 1, facteur de IB. L'équation ne contient alors que la variable IB, qu'on peut déterminer. Étant encore en mode actif, on a également que IC est égal à bêta IB, donc IC sera connu lorsque IB le sera. Et enfin, la boucle par VCE nous fournit la valeur de VCE, toutes les autres valeurs étant alors connues. On répète notre tableau, les anciennes valeurs sont en gris, les nouvelles, pour l'émetteur dégénéré sont en noir. IB n'est plus constant, alors qu'il l'était en polarisation simple. IB est beaucoup plus petit pour la polarisation émetteur dégénéré, ce qui peut être un avantage si IB est une indication de ce qu'on demande au signal de pouvoir nous fournir. On note également que IC est beaucoup plus stable, seulement 15% d'augmentation au lieu de 100% qu'on avait, en polarisation simple, lorsque bêta double de valeur. Cette stabilité de IC est l'une des caractéristiques de la polarisation de l'émetteur dégénéré. IC varie moins qu'en polarisation simple, mais est plus reproductible contre des variations de bêta. Désire-t-on un maximum à tout coût, quitte à ce que le comportement entre le jour et le soir, dû à la température, soit significativement observable, ou désire-t-on la qualité d'une uniformité? C'est un des choix qu'on a à faire, selon le but cherché. Par contre, ici encore, on obtient la limite du mode actif et du mode de saturation avec le même bêta, soit de RB sur RC, indépendamment de RE. Polarisation par diviseur de tension. On ajoute maintenant un résisteur entre la base et la masse. Comme il y a maintenant deux résisteurs à la base, on leur donne les étiquettes RB1 et RB2. La polarisation par diviseur de tension est un super-ensemble de types de polarisation. Ainsi, si RB2 est totalement absent, on retrouve la polarisation d'émetteur dégénéré. Mais par totalement absent, on veut dire que RB2 est très grand, de l'ordre du giga ou du téraohm. Attention, pour un simulateur, prendre une trop grande valeur amènera des erreurs de représentation. Ainsi, un ohm plus un téraohm, c'est pas loin de 1 téraohm, compte tenu du nombre limité de chiffres que peut contenir un nombre en points flottants, sur ordinateur. De même, si on remplace un résisteur par un fil plein, c'est équivalent de prendre une résistance de 0 ohm. Mais il est alors très important de prendre conscience que de dire qu'il n'y a pas de résisteur, ça peut vouloir dire deux choses tout à fait opposées l'une de l'autre. Si on a en tête de voir un espace d'air quand on dit qu'il n'y a pas de résisteur, alors que cette résistance est presque infinie pour le courant, c'est dire que quand il n'y a pas de résisteur, la résistance est de l'ordre de 1 téraohm. Si on a en tête de voir un fil plein quand on dit qu'il n'y a pas de résisteur, c'est que pas de résisteur signifie alors que c'est 0 ohm. Mais 0 ohm et 1 téraohm, ce n'est pas du tout la même chose. Alors évitez à tout prix l'expression « il n'y a pas de résisteur ». C'est tout simplement ambigu et prête à des erreurs d'interprétation. Pour un calcul manuel où on ne désire pas faire intervenir un système d'équations à plusieurs inconnus, on ajoute à nos hypothèses habituelles que le courant à la base, IB, est négligeable par rapport au courant au travers de RB1 et de RB2. En théorie, on aurait que le courant par RB1 est égal au courant par RB2 plus le courant à la base du transistor, IB. Mais avec cette hypothèse simplificatrice, que IB est négligeable face à IRB1,
et IRB2, on peut écrire que IRB1 égale IRB2. On écrira IRB pour le courant au travers de chacun de ces deux résisteurs. Il faudra vérifier que cette hypothèse tient la route, au final. La boucle fermée par VCC et les deux résisteurs RB1 et RB2 nous donne que IRB est égal à VCC divisé par la somme de ces deux résisteurs en série. La loi de Ohm, appliquée à RB2, donne que VRB2 est égal à RB2 fois IRB, soit VCC fois RB2, sur la somme de RB1 avec RB2. Cette répartition des tensions entre RB1 et RB2 n'est valable, on le répète, que si IB est négligeable devant IRB. On voit également que VRB2 doit être égal à VBE plus le voltage aux bornes de RE. Ce résultat provient de la boucle par RB2, VBE et VRE, ou, certains préfèrent le voir ainsi, que la chute de voltage aux bornes de RB2 doit être la même quel que soit le chemin, soit par RB2 même, soit par VBE et RE. On détermine alors IE, la seule inconnue dans cette relation. On a trouvé IE indépendamment de bêta. On ne connaît ni IB ni IC. Mais si on utilise bêta, car on est en mode actif, par supposition, on peut alors trouver IB et IC. Ayant trouvé IB, on peut le comparer à IRB pour valider l'hypothèse que IB est négligeable face à IRB. Puisqu'on connaît IC et IE, on calcule aisément VCE via la boucle externe. La polarisation, en absence de signal, est ainsi déterminée. Avantage, la polarisation dépend relativement peu de bêta. Désavantage numéro 1, même en mode bloquant, où le transistor est à toute fin pratique hors tension, la boucle par VCC et les deux résisteurs RB1 et RB2 dépensent quand même de l'énergie. Mais contrairement à un diviseur de tension habituel, la présence du transistor ne perturbe pas trop les tensions établies, même si les résistances impliquées sont modérément élevées. Ayant des résistances élevées, le courant est petit, et l'énergie dissipée même lorsque le transistor est hors ligne est petite. Mais attention, des résistances trop élevées donneront un IRB de plus en plus petit et IB deviendrait de moins en moins négligeable. Désavantage numéro 2, les résisteurs ne se comportent pas nécessairement proportionnellement à leur valeur annoncée, avec une augmentation de la température. Et c'est sans compter les tolérances de fabrication. Il peut donc y avoir quelques problèmes de répétitivité. Remarque, RB2 ne peut pas être nul car dans ce cas, le voltage à la base est nul, via le fil la reliant à la masse. Il s'ensuit que si VBE est de 0.8, alors VRE est de moins 0.8 et on n'est plus en mode direct. Donc avec RB2 égale à 0, on passe à côté de notre but. Remarque, si RB2 est totalement absent, soit si sa résistance est infinie, la méthode proposée donne VRB2 égale VCC fois infini sur infini. Dans ce cas, il faut remonter à la méthode proposée pour la polarisation de l'émetteur dégénératif. Et de toute façon, IRB ne serait pas négligeable face à IRB2 égale à 0 ampères. Autre remarque, si RE est 0 ohm, on tombe sur VRB2 égale à VBE égale à VBE1. Cela a tendance à fournir un IRB2 petit, soit VBE1 sur RB2. Il y a peu d'espoir que IB soit négligeable devant cette valeur. Mais comment analyser à la main cette polarisation sans faire l'hypothèse que IB est négligeable? Par VCC et les deux résisteurs RB1 et RB2, une première équation, VCC égale RB1 fois IRB1 plus RB2 fois IRB2. Par RB2, VBE et RE, deuxième équation, VBE égale à VBE1 égale RB2 fois IRB2 moins bêta plus 1, facteur de RE fois IB. Et, au nœud de jonction entre les deux résisteurs RB1 et RB2 avec la base, troisième équation pour la somme des courants, 0 égale IRB1 moins IRB2 moins IB. C'est la valeur de IB qui nous intéresse car une fois connue, on obtient IC et IE en utilisant bêta. Il faut quand même, au final, vérifier qu'on est en mode direct actif. Si résoudre à la main 3 équations à 3 inconnues nous donne la frousse, on peut toujours s'aider de sites internet, comme calculus.net. Un exemple numérique pour illustrer.
On suppose IB négligeable devant IRB1 et IRB2, ce qui nous amène à IRB égale à 12 volts sur 8000 ohms. Ce qui nous laisse IRB égale à 1,5 mA. La chute de voltage aux bornes de RB2 est de 1,8 volts. Avec VBE qu'on suppose égal à VBE1. VRE est égal à VRB2 moins VBE, ce qui donne 1 volt. Et alors IRE égale à 1 mA. Le courant de l'émetteur est également celui au travers de RE. Et toujours sous l'hypothèse qu'on est en mode actif, de IE on détermine IB en divisant IE par 1 plus bêta. On obtient 6,21 microampères, soit 200 fois moins que IRB1 et IRB2. On note que IC est pratiquement indépendant de bêta, car pratiquement égal à IE. Et IE fut calculé sans utiliser bêta. Et enfin, VCE de 7,12 volts. Autopolarisation. Pour l'autopolarisation, il faut bien remarquer que le courant passant par RC n'est pas IC, mais bien IC plus IB. Si on considère le point de jonction entre RC et RB et le collecteur du transistor, on prend note que le voltage à la borne du collecteur sera nécessairement plus grand que le voltage à la borne de la base, avec la différence de voltage étant de IB fois RB. Avec cette polarisation, pour peu que le transistor soit passant, il est également en mode actif car nécessairement, VCE est supérieur à VBE. D'où le nom de cette polarisation. De par la boucle passant par VCC, RC et VCE, tout en se rappelant qu'exceptionnellement le courant passant par RC n'est pas de IC mais bien de IC plus IB, on trouve VCE. Notons que VBE n'est pas impliqué, car la boucle passe par la différence de voltage de la broche du collecteur à la broche de l'émetteur, soit VCE. Donc VBE n'est pas impliqué dans cette boucle. On substitue IC par bêta IB ce qui nous débarrasse de IC. D'autre part, si on s'intéresse au point d'intersection entre RC, RB et la broche du collecteur, on a deux chemins, de ce point à la masse. La chute de voltage doit être la même sur chacun de ces deux chemins. D'une part, on y a VCE, d'autre part, on y a IB fois RB plus VBE, qu'on suppose égal à VBE1. Substituant cette expression de VCE dans la précédente, on trouve IB, le courant par RB et par la base du transistor. Connaissant IB, on le multiplie par bêta pour avoir IC. On se rappelle que le courant au travers de RC est ici, exceptionnellement, IB plus IC, pour recalculer VCE au besoin. Autre polarisation. D'autres polarisations sont possibles. Ainsi, la polarisation MW qui fait intervenir un transistor. Pour un signal, V-signal, variant de moins 1,5 V à plus 0,5 V, on ajoute une source de voltage constant de 1,5 V. Les deux sources sont sur des chemins parallèles et non pas bloquées par un condensateur, mais par un transistor où le signal est à la base et la source de poussée, de 1,5 V, soit la valeur maximale positive du signal, est connectée au collecteur du transistor NPN. Le signal de 2 volts pp, illustré entre 15 et 55 millisecondes, avec sa fréquence de 50 Hz, nous donne un M. On note qu'il voyage bien et dans les voltages négatifs et dans les voltages positifs. Et, avec le montage proposé, sur la même plage des temps, on remarque qu'on obtient un W. On note que ce W est toujours positif, avec peu de distorsion, et pratiquement sans perte d'amplitude crête à crête. On n'a pas utilisé de condensateur, ce qui pourra constituer un avantage à haute fréquence et à basse fréquence, toutes deux sans filtre requis du moins, par la polarisation. Et on n'a utilisé qu'une pile de 1,5 V, pour pousser vers le haut notre signal qui atteignait les moins 1,5 V. Cette polarisation MW n'est pas parfaite par contre. En effet, si le signal initial excède VBE1 du transistor, lorsque le signal est en voltage positif, cette polarisation déforme le résultat, W. En effet, le transistor agit principalement comme une diode, généralement bloquante. Mais la diode baissée du transistor bloque de moins en moins de voltage à mesure que le voltage en B augmente. Si on utilisait une diode en inverse, au lieu d'un transistor NPN, on aurait un peu le même phénomène, si ce n'est qu'à mesure que VB augmente, pour une diode en inverse,
le voltage VBC polarise éventuellement la diode en direct et un courant passe du signal vers la source de voltage constant. On peut se demander si on ne peut pas simplifier le montage en utilisant 2 diodes, ou même une seule, à la place du transistor. Mais on obtient alors beaucoup plus de distorsion et la polarisation mérite mieux l'appellation M-oméga. Cette distorsion est en partie évitée par le transistor car une autre linéarité prend forme lorsque VBE atteint VBE1, ce qui réduit la distorsion dans son ensemble. Mais on empiète sur l'étude des classes d'amplification. Avant de pouvoir y dire quelque chose de plus structuré, il nous faut passer à l'étude des topologies, soit là où on installe la source du signal et là où on puise le résultat de l'amplification, maintenant qu'on a les polarisations usuelles dans notre boîte d'outils. La 4e partie porte sur les topologies, soit l'endroit où on insère le signal d'entrée et l'endroit où on puise le signal amplifié, la sortie. Logiciel utilisé pour cette présentation: PowerPoint, de Microsoft, Tina de Texas Instruments ainsi que Azure Text to Speech, de Microsoft, acteur neuronique canadien-français Sylvie. Et Antoine.